Salut les devins, c'est Saikyo et bienvenue dans le 4e épisode concernant le multivers de la news Dragon Ballesque, avec tout d'abord l'animé Dragon Ball Daima. En premier lieu, le film Dragon Ball Super Héros a été diffusé au Japon en télévision pour la première fois, c'est-à-dire hors plateforme de streaming, et les personnes sur place ont pu apprécier d'un mot de Masako Nozawa, vidéo qui a été diffusée directement en télévision. Juste après le film, la comédienne de doublage historique de Son Goku est apparue sur les écrans en surprise pour rappeler que Dragon Ball Daima serait diffusé la semaine prochaine, comme à l'accoutumée de ne pas le manquer, et évidemment rappeler dans les mémoires le fait que dès ce dimanche, il y a l'avant-première au Japon, à Tokyo. Au QG de Fuji TV, la chaîne de télévision qui diffusera Daima, sera diffusé le premier épisode de cette série. Attendez-vous donc à ce qu'il y ait sur la chaîne dès ce dimanche une forte activité. Concernant sa diffusion en France, on le sait déjà mais je vous fais un petit rappel, Dragon Ball Daima sera disponible dès le 11 octobre en simulcast VostFR sur les plateformes ADN et Crunchyroll, dès le 15 octobre sur la chaîne de télévision Manga, également sur leur site, et ce à partir du 15 octobre, à retrouver chaque mardi sur leur chaîne, également disponible sur leur site en replay. Mais ce n'est pas tout. J'en avais signifié la possibilité aux membres de l'ombre et c'est désormais concrétisé. Netflix s'est positionné sur Dragon Ball Daima, ne l'aura pas en simulcast, ne l'aura donc pas le 11 octobre, ne l'aura même pas le 15, mais l'aura à partir du 18. Et sincèrement, pour les personnes qui sont moins pressées, bon, ça va être difficile d'éviter les spoils, mais tout de même, pour celles et ceux qui prennent les choses avec un petit peu plus de recul, en particulier Dragon Ball, qui sont moins pressés à la minute pour voir l'épisode, et qui ont déjà un abonnement à Netflix, c'est plus probable que d'avoir un abonnement à Manga, à ADN ou à Crunchyroll. Ça vaut peut-être, en fonction de la situation économique du foyer par exemple, le coup de patienter une poignée de jours. En gros, ça vous fera une semaine de décalage à chaque fois pour voir l'animé Dragon Ball Daima à partir du 18 octobre. Si vous patientez jusqu'à la version Netflix, vous aurez a priori littéralement un épisode de décalage. Le 18 sort l'épisode 2 sur ADN et Crunchyroll, et bien le 18 sort l'épisode 1 sur Netflix. Ça ne conviendra évidemment pas aux plus pressés, mais il y a des priorités dans la vie. Je me doute qu'il y a des foyers dans lesquels Netflix est la seule plateforme et c'est déjà pas mal, et ça pourra réellement ravir pas mal de monde. Je vais me permettre de citer un tweet de AJ, vous savez que j'apprécie bien ce qu'il peut proposer comme analyse Dragon Ballesque sur sa page Twitter, et il s'est targué de ce tweet, je cite: « C'est drôle de voir à quel point la diffusion / distribution de Daima est meilleure que celle de Super. Ce dernier, Dragon Ball Super, n'a pas eu de diffusion simultanée de simulcast avant l'épisode 63, pas de doublage avant encore plus tard. Et pourtant voici Daima sur plusieurs services différents dans le monde entier avec un doublage anglais tellement avancé pour se permettre d'arriver en salle de cinéma relativement tôt. Je vous rappelle que début novembre, aux États-Unis, Dragon Ball Daima sera diffusé entre guillemets sous format de film, un condensé des 3 premiers épisodes avec a priori quelques bonus, quelques mots de Masako Nozawa ou autre, et il conclut en disant « C'est drôle de voir comme les temps changent ». Il a bien raison, ils ont changé et fort heureusement en bien. Toujours à propos de Daima, mais dans un registre bien plus sombre, sachez que le comédien de doublage de Yamcha, à savoir Toru Furuya, qui est aussi connu sur One Piece dans le rôle de Sabo, cette même personne qui a été largement mise de côté sur de nombreux animés après avoir avoué avoir eu une relation dans l'adultère à long terme, 4 années de mémoire, incluant une situation d'agression physique ainsi que d'avortement sous la contrainte de la dite personne qui était en couple avec lui, se voit à très juste titre être balayé du casting de Dragon Ball Daima et remplacé. C'est une affaire très sale, très sombre. Ce qu'il a fait est inqualifiable et ne génère que du dégoût rien qu'à la lecture de ce qui a pu se produire, et il sera remplacé par Ryota Suzuki. Bien que jeune, il a pas mal de rôles à son actif, dont notamment Shojiro jeune dans Bleach, Guerre sanglante millénaire. On le retrouve sur plein d'animés, du Fate, du Dr Stone, Yu-Gi-Oh! Blue Lock. Bon, il a été sur beaucoup de grosses productions. Ce sera toujours difficile de passer après un rôle dont la voix est si connue. Enfin bon, à mon sens, c'est plus qu'une bonne décision, étant donné les actes inhumains qu'a commis le comédien d'origine. Je vous parlais du film Dragon Ball Super Héros, et bien une petite news. Oui, par rapport à ce dernier, aussi étonnant que cela puisse paraître, le directeur de l'animation de ce film, Shikashi Kubota, qu'entre nous vous reverrez à l'œuvre rapidement dans Dragon Ball Daima, peut-être pas pour longtemps, mais en tout cas vous le reverrez, s'est exprimé sur sa page Twitter et il nous a expliqué que sur l'affiche officielle du film Super Héros, qu'à vrai dire je ne trouve pas très belle mais mémorable, elle a marqué son temps même si je l'apprécie pas du tout, et bien parmi tous les personnages qui apparaissent dessus, un seul a été dessiné à la main, alors que tous les autres sont de la modélisation 3D. Je vous laisse mettre la vidéo sur pause si vous voulez jouer le jeu et essayer de trouver lequel sort du lot.
Franchement, c'est pas si facile que ça à repérer. Pour ma part, je ne ferai pas durer le suspense bien longtemps. C'est Vegeta. Il a été dessiné par Monsieur Kubota lui-même et il est en 2D. Les autres sont en 3D et ont forcément été repris à la main, un peu comme la quasi-intégralité du film. Mais Vegeta, lui, n'a pas eu de surcouche 2D. Il est intégralement en 2D. Là est la différence capitale et majeure. Il a usé évidemment de son talent pour que le style global ait l'air cohérent, d'où le fait qu'il y ait peu de différences visibles. Mais si Vegeta vous semblait être un petit peu au-dessus du lot sur cette affiche, il y a peut-être des raisons. Et drôle de coïncidence, lorsqu'elle a été révélée dans mes vidéos, je pensais que c'était parce que je préfère Vegeta dans l'œuvre, mais en fait non, ce n'était pas mon côté fanboy qui parlait, ou du moins c'était peut-être mon côté fanboy de la 2D, car j'exprimais dès la révélation de cette affiche ma préférence pour le Vegeta à l'intérieur. Drôle de coïncidence, comme quoi ça peut avoir un impact aussi minime soit-il. Changeons d'univers quelque peu et discutons de Dragon Ball Heroes. Vous savez qu'il arrive à sa fin, et le tout dernier chapitre nous a été proposé. Point assez fort et symbolique en toute fin, dans le tout dernier chapitre, sachez que 3 dragons sacrés entre guillemets ont été invoqués, et ce en même temps, à la fois Shenron, Super Shenron et Dark Shenron, le Shenron sombre en quelque sorte, celui qui est inhérent à Dragon Ball Heroes. Le dragon sur Terre, c'est pour ramener tout le monde à son lieu d'origine, on est littéralement à la conclusion de l'histoire. Super Shenron, c'est pour de plus grands enjeux, et lui a le job de restaurer l'espace-temps à son état d'origine par rapport à tout ce que vous avez pu voir dans les divers épisodes de l'anime Heroes. Dans tout ce qui s'est passé en plus dans le jeu vidéo et le manga, Super Shenron doit nettoyer tout ça. Et enfin, Dark Shenron avait pour job de redonner leur force aux 2 Son Goku. Pour raccrocher, Super Dragon Ball Heroes s'est permis de nous fournir une composition relativement similaire à ce qu'Akira Toriyama, avec beaucoup de talent en moins certes, mais en tout cas honorifique vis-à-vis de ce que le regretté Toriyama avait pu nous fournir en toute fin de Dragon Ball dans son manga. On avait cette page cultissime et Super Dragon Ball Heroes nous propose celle-ci. On peut facilement rire de la qualité visuelle, cela dit, il y a un travail de mémoire qui résonne forcément, reprenant plusieurs personnages plus ou moins marquants des diverses aventures parcourues dans Dragon Ball Heroes, avec une place centrale accordée à Mechi Kabura dans sa version âgée, celle que je préfère, qui n'est pas là pour me déplaire. Majin Ozoto, après avoir foutu le boxon, lui carrément sorti du rôle, tout sourire, il fait un petit coucou, et on remarquera Yamcha qui finit bel et bien en coupe. Enfin bon, on a commencé avec un gros morceau d'Aima, concluant avec un qui l'est au moins tout autant, Sparking Zero. Le jeu s'est littéralement retrouvé dans la nature et a fuité. Certaines personnes ont mis la main dessus, alors pour le moment, tant mieux, il n'est pas disponible en piratage. Est-ce que ça va arriver ou non d'ici la sortie du jeu? Je ne sais pas. Quand on voit la vitesse avec laquelle Kakarot et ses DLC fuitent dans des versions pirates, ça peut susciter des inquiétudes, mais bon, pour le moment ce n'est pas le cas. En tout cas, il s'est retrouvé en stream, et carrément sur YouTube. En plein écran 1080p, hier soir, on pouvait regarder une personne en train de jouer à Sparking Zero. Cela a fait un bruit colossal jusqu'à arriver aux oreilles de Bandai Namco. On a commencé par avoir la cinématique d'introduction qui a fuité, on a commencé à avoir une grosse partie de mode histoire, ça devenait catastrophique pour Bandai Namco, et le compte Amérique a carrément réagi, jusqu'à répondre à certains influenceurs à coups d'emoji pour leur faire comprendre « T'inquiète pas, on est sur le sujet, on va s'en occuper ». Le gars sur YouTube qui streamait Sparking Zero s'est vu banni de la plateforme, ses contenus Sparking Zero ont été supprimés, y aura-t-il des poursuites légales ou non, je ne sais pas, mais c'est probable. On peut se douter qu'un revendeur aux États-Unis a reçu le jeu et lui a fourgué sous la manche, et que cette personne ait voulu se faire une petite carrière sur YouTube en streamant le jeu en avance. Alors, il y avait vraiment beaucoup de monde sur son stream, mais la plaisanterie n'aura pas duré très longtemps. Et c'est ensuite que directement dans la foulée nous a été révélé un trailer, traduit en français, Allumer l'étincelle. Celui-ci reprend une grande partie de l'opening du jeu, c'est donc une intro en 3D, mais qui a été retravaillée par rapport au modèle des personnages in-game. C'est nettement plus joli dans l'opening que en jeu. Il y a vraiment un gros travail de mise en scène qui a été réalisé, on nous montre des petits bouts de mode histoire aussi. Il y a de grosses références à l'anime Dragon Ball Super, à Dragon Ball GT, à la mise en opposition des deux, notamment avec le Baby Vegeta face à Vegeta Super. Et à vrai dire, autant pour la dernière communication, je ne pense pas qu'elle ait été faite, vous savez, le full roster avec tous les films, etc. Je ne pense pas qu'elle ait été faite en réaction au leak. La date du 19 septembre était déjà connue par plusieurs informateurs sur le sujet, etc. à l'avance. Par contre, là, pour ce qui s'est passé hier soir, ça ressemble beaucoup, par exemple, au leak de GTA 6, qui a permis dans la foulée d'avoir le trailer beaucoup plus rapidement. On se rend compte que c'est Bandai Namco USA qui s'est bougé. Le réseau français s'est activé quasiment 24 heures plus tard, alors que d'habitude c'est dans la foulée, nous proposant le trailer dans sa version anglaise-américaine, sous-titrée et non japonaise. Habituellement, la page française se base sur la VOST FR et non sur la version anglaise, et pour cause.
Sur la page japonaise de Bandai, au moment où j'exprime ces mots, il n'y a toujours pas ce trailer. Ils ne l'ont toujours pas proposé. Un petit peu comme si Bandai Namco Amérique avait ça sous la main mais pas encore les Japonais et qu'une décision a été prise en interne de prendre les devants et d'endiguer les fuites avant qu'elles ne se répandent de trop, en occupant l'espace médiatique via de l'officiel. Si c'est le cas, c'est plutôt bien joué de leur part, et ça a fait son effet, ça a marché. Un simple trailer, me direz-vous, a pu prendre le pas sur des heures et des heures de gameplay qui ont fuité. Si c'est le cas, franchement, la stratégie a été payante. Bandai Namco confirme que l'accès anticipé au jeu démarre dès le 8 octobre. Je vous rappelle que vous avez des liens pour le précommander avec une grosse promotion jusqu'à moins 14% en description avec le code promo qui va bien. Pour jouer dès le 8 octobre, c'est à partir de l'édition Deluxe. En tout cas, en parlant de réservation, je vous disais la fois précédente que le jeu était numéro 1, notamment sur PC et PlayStation 5, des ventes et préventes au cœur de divers pays, divers boutiques. Eh bien, sachez que si vous consultez peu de temps après la sortie de cette vidéo la page Amazon PlayStation 5 de Sparking Zero, le jeu y est indisponible. On ne peut même pas le mettre sur liste d'attente. Amazon indique « Nous ne savons pas quand cet article sera de nouveau approvisionné, ni s'il le sera ». Alors, nul doute sur le fait qu'il le sera tôt ou tard, mais l'attrait pour Sparking Zero est explosif. C'est titanesque à ce niveau-là pour faire tomber un géant tel que Amazon. Dans la version PlayStation 5, vraiment chapeau bas, c'est une belle performance et je suis plus que curieux de voir les chiffres de vente formels du jeu lorsqu'ils seront révélés au cours des semaines et mois à venir. Et l'on connaît désormais le poids que prendra le jeu sur vos consoles ou PC. Je vous avais déjà partagé les configurations, mais désormais on a l'espace requis. Sur PlayStation 5, c'est 27,05 Go, sur Xbox 31,19 et sur PC, Steam 29. Je trouve ça sincèrement assez modeste au vu de la durée de vie a priori du jeu qui paraît colossale. C'est donc une très bonne nouvelle, ce qui permettra en plus de ne pas se priver. Pour ceux qui ont des accès de type Game Pass ou PlayStation Plus, ou de manière générale qui ont un roulement de jeu assez élevé, d'avoir toujours son Sparking Zero sous la main d'installer et de pouvoir s'installer quelques autres pépites à côté, notamment pour les PlayStation 5 de base avec leurs fameux 1 Tera qui sont en réalité plutôt factices vu qu'il y a tout le système de la PlayStation 5 d'installer dessus. Bref, ça ne laisse plus grand chose et on connaît le cas dans lequel on installe un Call of Duty, un Dragon Ball pour se faire plaisir, un jeu solo narratif à la God of War et c'est bon, le disque dur est plein, on peut plus rien mettre. On ne pourra décemment pas blâmer Sparking Zero pour cela. Cette taille devrait augmenter avec les futurs DLC, à n'en pas douter, mais pour le lancement, c'est plus que correct. En guise de conclusion, je pourrais vous dire que le successeur à Dragon Ball Heroes fait du teasing sur sa partie jeu vidéo. On sait déjà qu'il y aura un manga, c'est désormais officiel. Son successeur fait donc du teasing pour sa suite, Dragon Ball Super Divers sur borne d'arcade, et nous donne rendez-vous pour dans 2 jours pour des news a priori sur le sujet. Également rendez-vous à dimanche. Je sens qu'on va avoir une fin de semaine et la semaine prochaine absolument chargée. Mais ce que je voulais vous dire surtout, c'est faire une parenthèse. Je sais que l'on est sur du Dragon Ball, considérez cela comme 2 multivers qui entreraient en collision. Mais sachez que pour les fans de Bleach, il y a dès demain le nouvel épisode de la saison 3, le 3e cours, Guerre sanglante millénaire nommé Le Conflit, et que même si cette saison s'est faite relativement discrète, nous venons d'avoir le nouvel opening qui a été présenté, vous l'avez complet, sur la chaîne YouTube officielle de Bleach, je vous mets son lien en description. Visuellement c'est sublime et je pèse mes mots. Sur le plan sonore, je pense que chacun se fera son avis. Je me demande si ce n'est pas le meilleur et le plus dans la veine de certains openings de l'époque. Vous me direz en zone commentaire si c'est un classique ou non sur Bleach. Je tenais à vous en toucher 2 mots, comme vous le constatez ça n'aurait pas pu prendre une vidéo à elle seule, ce qui me fait penser d'ailleurs que sur l'opening de Sparking Zero, il n'y a pas de Monsieur Kageyama qui chante par-dessus. Et le son choisi n'a tellement pas marqué les esprits pour Sparking Zero que nombreux se sont amusés à faire des montages en reprenant l'opening de Tenkaichi 3, voire même en reprenant l'opening de Dragon Ball Super, le fameux Genkai Toppa du tournoi du pouvoir. Alors tous ces gars se sont fait bannir parce que, hormis le trailer qui a été diffusé officiellement, si l'on diffuse la cinématique d'intro du jeu complète, on est dans l'illégalité. Donc faites gaffe à ce que vous postez sur vos réseaux, vous pourriez vous faire bannir si ça n'a pas été révélé officiellement avant. Bandai Namco est vraiment très à cheval sur le sujet, et on peut les comprendre. Ce tour d'horizon du multivers et même au-delà fut plus que complet, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner et activer la cloche, parce que là ça va chauffer, mais vraiment, à bien prendre soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.